Bonjour, Maxime Gaspard. Je vais parler d'un thème essentiel aujourd'hui pour être dès demain un meilleur kiné et les 10 pièges à éviter en rééducation du sportif. Alors, j'espère que vous êtes bien prêts. Accrochez-vous, ça démarre. Numéro 10. Avoir une mauvaise gestion des focus attentionnels. Qu'est-ce que ça veut dire les focus attentionnels? Bien, on parle des fois de focus interne ou de focus externe. L'un des grands chercheurs, Ali Gokler, a énormément travaillé dessus. Quand on parle des focus internes, c'est par exemple donner la consigne lorsqu'on fait un travail de proprioception très précis. On dit contrôle ton genou, équilibre ton bassin, garde ton tronc droit. À l'inverse, quand on parle des focus externes, on va justement attirer l'attention du patient sur un élément extérieur. Ton genou doit toucher le cône. Garde ton bâton droit. Ce sont des éléments voilà, qui viennent de l'extérieur. Alors pourquoi on parle de ça? Il y a différents domaines d'application. En effet, sur le contrôle neuromoteur, ça a permis un meilleur apprentissage pour le patient et ça améliore le potentiel de transfert vers l'activité sportive. Mais ce n'est pas que dans le contrôle neuromoteur, ça a aussi été mis en évidence avec des études sur le renforcement musculaire, dans le squat, le soulevé de terre. Voilà, en fonction de la consigne que l'on donne aux patients, on a aussi des meilleurs résultats. Ça a aussi été travaillé dans la vitesse, sur la technique, sur la gestuelle, pour permettre aussi des meilleurs résultats. Et enfin, dans l'entraînement sportif, on a aussi utilisé cela pour favoriser, pour améliorer la gestuelle. Et on continue avec le numéro 9. Une des erreurs que l'on peut retrouver dans la rééducation des lésions musculaires, c'est de ne pas faire de HSR, c'est-à-dire High Speed Running, de vitesse élevée et de sprint. Pour clarifier les choses, le High Speed Running, ce sont des courses entre 19,8 et 25,2 km/h. Et le sprint, ce sont toutes les vitesses au-dessus. Ce travail-là est réellement problématique. Il faut savoir que l'activation des ischio-jambiers est difficile au final, et bien que l'on fasse des exercices en rééducation, type le Nordic Hamstring ou bien d'autres, il n'y a aucun exercice qui active plus les ischio-jambiers que le sprint. C'est-à-dire que vous seriez prêt à renvoyer une personne sur le terrain, à faire des sprints, alors qu'elle n'a jamais été soumise à des contraintes équivalentes en rééducation. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grave erreur de permettre aux patients post-lésion musculaire de retourner à leur activité sans les avoir sortis du cabinet, sans leur avoir fait des accélérations type HSR et des sprints. Donc, le Nordic Hamstring, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut refaire de la vitesse élevée et du sprint. Maintenant, le numéro 8. Une erreur aussi importante, c'est que lorsqu'on essaye de faire du gain en dorsiflexion après une chirurgie de rupture du tendon d'Achille. Alors, pourquoi? L'objectif, c'est absolument d'éviter l'allongement du tendon. C'est l'objectif principal après une chirurgie du tendon d'Achille. Quel est l'impact de l'élongation? Ça a été bien décrit par Sir Bernagel en 2012. L'élongation du tendon, c'est corrélé avec un déficit au test de montée sur pointe. Cela affecte la qualité de la marche et aussi être capable de générer de la force en flexion plantaire. C'est corrélé au final avec aussi les degrés de symptômes. Et à plus long terme, et là c'est un élément très important, surtout si vous avez des patients qui font du basket, du volley ou même du handball, on a une réelle diminution des capacités pliométriques. Vraiment essentiel de ne pas chercher l'allongement du tendon de manière très précoce et même à long terme. Il faut savoir que certes le patient aura peut-être une raideur de cheville, mais globalement, tant que cela ne l'impacte pas cliniquement, il ne faut pas chercher à aller faire du gain. Il faut juste travailler avec ce qui vient. N'allez pas faire des étirements, à aller tirer. Parce que bien souvent, en kiné, je sais, on a envie d'aller pousser sur ce qui bouge moins bien. Et là, dans ce cadre-là, surtout, ne faites pas cette erreur-là avec la rupture du tendon d'Achille. Allez, le numéro 7, on sera le but. L'un des problèmes aussi lorsqu'on a une pubalgie, qui est une pathologie compliquée, c'est de proposer uniquement un traitement symptomatique, que l'on peut considérer comme unimodal. C'est une erreur, en effet. La pubalgie, c'est une pathologie de carrefour. On le voit, ça part dans tous les sens. Alors, le consensus de Doha a été clair et a démontré qu'il y avait plusieurs formes. La forme des adducteurs, la forme du psoas-iliaque, la forme pariétale ou la forme symphysaire. Ces formes, elles peuvent être isolées, mais surtout, dans la plupart des cas, elles sont associées. D'où l'importance d'effectuer un traitement qui est multimodal. Pour ça, il y a eu différentes études, différentes choses qui ont été mises en place. Au centre médical de Clairefontaine, il y a eu ce qu'on appelle le First PTR, qui est une façon de faire un protocole de rééducation où on s'intéresse à toutes les étapes. On va faire un travail du transverse, un travail de la hanche, un travail de la mobilité lombo-pelvienne, du renforcement des adducteurs et un travail de la stabilisation de la symphyse pubienne. Tous ces éléments-là sont à prendre en considération et sont à effectuer. Et après, certaines parties seront un peu plus importantes, un peu plus mises en avant en fonction
de la forme de la pubalgie. Par exemple, pour une forme adducteur, on insistera un peu plus sur le renforcement des adducteurs, par exemple. Donc, il reste essentiel, en tout cas, de ne pas se concentrer uniquement sur la symptomatologie, pardon, mais de prendre le problème dans l'ensemble. Et les résultats n'en seront que meilleurs. Numéro 6. Un autre problème serait de négliger l'éducation dans les pathologies de surutilisation. Qu'est-ce qu'on entend par pathologie de surutilisation? Par exemple, les tendinopathies, le syndrome fémoro-patellaire. Ces pathologies-là, l'éducation est un élément clé de la rééducation. Ça a été mis en évidence dans ce livre d'après Blaise Dubois, un livre qui est sorti en 2021. 80% des blessures en course à pied sont dues à des erreurs d'entraînement. Qui dit erreur d'entraînement dit mauvaise éducation ou mauvaise connaissance. Donc il faut absolument éduquer vos patients pour ne plus commettre ces erreurs-là. Quelles sont les clés du coup du traitement dans l'éducation? La cadence de course. En effet, avoir une cadence plus élevée permet de limiter les contraintes articulaires. Le volume aussi. Il ne faut pas avoir de grandes variations dans votre volume. Et en général, on parle de 10% par semaine. C'est un maximum, c'est une indication. Mais voilà, ne vous dites pas, tiens, aujourd'hui, je vais aller courir 40 km si vous n'étiez habitué qu'à en faire 10. Encore une fois, la différence sera trop importante et vous allez vous soumettre à un risque de blessure. Il en est de même pour le dénivelé. Si vous êtes habitué à ne courir que sur du plat et que vous partez pendant une semaine à la montagne, à faire beaucoup de dénivelé, la redescente risque d'être brutale. Il faut encore une fois se préparer et faire les choses progressivement. Pareil, toujours la même chose pour l'intensité. En effet, il faut l'augmenter de manière progressive. Enfin, un autre point sur lequel il faut être vigilant, c'est la modification de l'équipement. Notamment, on sait que la tendance, par exemple, va aux chaussures minimalistes. Mais si vous avez eu l'habitude de courir pendant très longtemps avec des chaussures qu'on appelle maximalistes, avec un gros talon, et que vous vous dites parce que vous avez vu un article ou une vidéo, vous allez passer tout de suite en minimaliste, la transition est très longue. Il ne faut pas le faire de manière brutale. Le faire de manière brutale vous expose aussi à des blessures. Prenons en exemple cette étude qui a été faite notamment par des auteurs en lien avec la clinique du coureur pour mettre en évidence le rôle de l'éducation dans les pathologies de surcharge. Ils ont pris 3 groupes, un groupe éducation, un groupe éducation plus exercice et un groupe éducation plus correction de la foulée. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que l'addition des 2 autres éléments, donc les exercices et la correction de la foulée, n'améliorait pas concrètement les aspects fonctionnels. Cela permettait donc de mettre en évidence que l'éducation, c'était l'élément clé dans la prise en charge, en l'occurrence ici des syndromes fémoro-patellaires. On est à la moitié du chemin, on arrive au numéro 5, le flessum post-reconstruction du ligament croisé antérieur. Une chose qui est peut-être souvent ignorée, c'est que le flessum, ce n'est pas juste une raideur articulaire, ça a une origine neurologique centrale. Et comment ça se passe? Comment ça fonctionne exactement le flessum? Lors de la rupture du ligament croisé, il y a des réactions qui se mettent en place. Il y a une inflammation, un gonflement, une laxité quand il y a une rupture et une douleur au niveau du genou. Toutes ces informations, tous ces éléments vont venir perturber les feedbacks sensoriels et donc renvoyer des mauvaises informations. Derrière, le message qui est aussi renvoyé sera perturbé. Et ce qui va se passer au final de la boucle, il va y avoir au final un réflexe de flexion augmenté au niveau des ischio-jambiers, donc une contraction trop importante des ischio-jambiers. Et un peu par le mécanisme réflexe de Sherrington, réciproque de Sherrington, vous avez une sidération du quadriceps. Tout ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'en rééducation, toutes ces techniques que l'on a tous fait, et moi aussi je les ai faites, c'est bien comprendre qu'en fait, on est à l'inverse de la bonne pratique, puisque à travers ces techniques-là, on va favoriser la contraction des ischio-jambiers, et notamment si on regarde la posture, par exemple, il va y avoir à un moment donné une réaction de défense, et donc toutes ces techniques qui vont favoriser la contraction des ischio-jambiers par ce réflexe réciproque vont ancrer la sidération du quadriceps. Donc la technique la plus importante, c'est de chercher à aller relâcher les ischio-jambiers, le relâchement volontaire, avec des techniques par exemple de contracter-relâcher. Les autres choses, on l'a dit tout à l'heure, là, ce qui peut provoquer tout ça, c'est le gonflement. Donc si jamais il y a un gros gonflement, aller ponctionner les marthroses peut avoir une action sur les modulations des afférences. Et enfin aussi faire une rééducation par biofeedback qui peut permettre d'avoir cette fois une action sur l'influence corticale. Donc avec ces 3 options-là, on peut agir sur les différents éléments à l'origine de l'inhibition musculaire arthrogénique. Allez, pour continuer vers le numéro 4, on est au pied du podium, on reste dans la rééducation du ligament croisé. Et l'un des problèmes que l'on retrouve encore trop souvent, y compris même chez certains chirurgiens, c'est une rééducation qui est basée uniquement sur le temps dans la rééducation des croisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend souvent?
Par exemple, pour la reprise de course, on entend souvent, bah, c'est la reprise de course, c'est à 3 4 mois et c'est tout. Alors que Rambaud et collaborateurs, en 2018, ont mis en évidence que la reprise de course devait s'appuyer sur des critères avant tout cliniques, c'est-à-dire une douleur qui est inférieure à 2 sur 10, une amplitude qui est déjà autour de 95% par rapport à l'autre côté, au côté non opéré, un genou qui est sec et des tests de force isométrique du quadriceps et ischio qui ont moins de 30% de déficit par rapport au côté non opéré. Un single leg squat ou un step-up avec un bon contrôle du valgus, donc on s'intéresse aussi à avoir un bon contrôle proprioceptif du genou, et un single up test avec moins de 30% de déficit par rapport au côté non opéré. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la reprise de course, ça doit être progressive. Pourquoi pas se faire par exemple dans la balnéo ou sur un halter-G. Ça, c'est important. L'autre chose, souvent, empiriquement, ce qu'on entend, c'est la reprise du sport, ça se fait entre 6 et 9 mois. Mais sans prendre en considération les éléments cliniques du patient. C'est-à-dire, on ne sait pas, peut-être qu'à 9 mois, votre patient ne sera pas prêt. Mais le délai uniquement n'est pas suffisant. Ce qui a été remarqué dans la littérature, c'est que 32% des études n'utilisent que des critères temporels et seulement 13% des critères objectifs, vraiment très faibles. Parmi ces critères objectifs, on retrouve les tests de force, les tests fonctionnels, les répétitions de sprint. Donc là, on a quelque chose qui est encore trop faible par rapport aux critères objectifs. L'idéal, du coup, quelle est la solution idéale? C'est plutôt de prendre, certes, les critères temporels, ils sont importants, on va voir pourquoi, mais aussi les critères objectifs. L'ensemble, c'est l'idéal. En effet, Grindem et collaborateurs, en 2016, ils ont remarqué qu'il y avait une diminution de près de 50% du risque de rechute pour tout retour au sport où l'on recule d'1 mois à partir du 6e mois et jusqu'à 9 mois post-opératoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc l'idéal, en effet, c'est plutôt d'avoir des critères qui sont objectifs et avoir aussi à l'esprit les critères temporels, mais pas uniquement l'un. On arrive sur le podium maintenant. 3e position, c'est toujours ma préférence, la reconstruction du ligament croisé. Ils étaient obligés d'être sur le podium. Et alors là, du coup, c'est la chaîne ouverte. C'est le grand débat. Je trouve que ça a parfaitement sa place ici sur le podium parce qu'on en entend toujours parler. Je pense que même après des années, il y a toujours des polémiques par rapport à la chaîne ouverte. Et du coup, pour moi, une des erreurs, c'est s'en priver. Se priver de la chaîne ouverte, ça n'a aucun sens et on va voir pourquoi. Il y a eu plusieurs études qui ont évalué, qui ont mesuré la différence entre la chaîne ouverte et la chaîne fermée. Et ce qu'on remarque au final, c'est qu'il n'y a pas de laxité supplémentaire par rapport à la chaîne fermée. Donc ça, c'est quand même un élément qui est essentiel parce que l'une des raisons pour laquelle on avait interdit la chaîne ouverte, c'était parce qu'on risquait de faire plus de laxité. Donc ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Et ce qu'on remarque même, en critère positif par rapport à la chaîne ouverte, c'est qu'on a une meilleure récupération du quadriceps. Une autre étude qui est pour moi une étude clé dans la rééducation du LCA, où on vient regarder les guidelines qui a été publié par Van Melik en 2016, avec plein de préconisations. Et lorsqu'on s'intéresse au chapitre sur chaîne ouverte, chaîne fermée, elle nous donne en fait un cadre de travail. Et ce qui est dit, ce n'est pas de chaîne ouverte avant 3 mois, non. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut commencer la chaîne ouverte à partir de 4 semaines post-opératoires pour le KJ, 6 semaines pour les DIDT, dans un secteur qui est protégé. 90-45. Dans ce secteur-là, il n'y a pas de tiroir antérieur, donc on ne vient pas augmenter la laxité, il n'y a pas de risque d'augmenter la laxité du transplant. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et on va augmenter progressivement de 10 degrés chaque semaine pour aller vers l'amplitude complète. Donc ce sont des éléments qui sont essentiels et qui nous permettent de justifier qu'il n'y a pas de crainte à avoir avec la chaîne ouverte. Et c'est un peu l'image de Startic qui est titrée « Qui a peur du grand méchant loup ?» en parlant de la chaîne ouverte, qui montre voilà, qu'il faut dédramatiser la chaîne ouverte. Pour aller dans ce sens-là, cette étude d'Iscamilla en 2012 qui vient montrer au final les contraintes ressenties par le LCA par rapport aux différentes activités. Et donc quand on regarde la chaîne ouverte sur une machine d'isocinétique, 349 newtons et la marche sur terrain plat, 303 newtons. C'est quasiment similaire. Pourquoi interdire la chaîne ouverte alors que la marche qu'on n'interdit pas provoque les mêmes contraintes? Pour moi, c'est un non-sens. En numéro 2, on va parler un peu de la cheville et de la proprioception de cheville. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de proprio? Quelle est la différence entre la proprioception, le contrôle neuromusculaire, l'équilibre, le contrôle postural? En fait,
est-ce qu'on peut rééduquer tous ces mots-là de la même manière? Eh bien, la réponse, vous vous en doutez, c'est non. Et là aussi, on a tous fait ces erreurs-là en rééducation. Donc l'idée, c'est peut-être que là, je vais vous faire gagner quelques années en évitant ces erreurs. La différence entre la proprioception, le contrôle neuromusculaire et sur la droite, le contrôle postural, ce n'est pas la même chose. Dans l'objectif, sur le contrôle neuromusculaire, on va chanter les afférences visuelles, travailler pieds nus, avec peu ou pas de déstabilisation. Alors que le contrôle postural, c'est plus de réintégrer l'articulation dans une gestuelle globale. Ce qui veut dire que tout le travail sur les beaux us, sur les plateaux de Freeman, sur tout ce qui est les surfaces instables, en chaussures, les yeux ouverts, au final, on ne vient pas renforcer et faire de la rééducation des propriocepteurs au niveau de l'articulation, mais en fait, on fait du contrôle postural, qui n'est pas mauvais, il faut aussi le faire, mais il nous manquerait quand même une étape si on n'était pas capable de passer par le travail qui est effectué ici sur la gauche. Alors le grand vainqueur, le number one, privilégier les traitements passifs. Bon, alors vous allez me dire, c'était évident. Oui, mais c'est tellement évident que ça mérite bien la première place. On ne pouvait pas passer à côté, parce que malheureusement aussi, je pense que des fois on l'a tous vu, il y a certains patients, ils demandent un massage, ils demandent juste qu'on leur mette un massage et une poche de glace. Et on sait très bien que ça ne suffit pas, que ça ne fonctionne pas. Game over. Désolé, toutes ces techniques-là, où on met juste le complexe dans le canapé, ça ne fonctionne pas, juste la poche de glace, voilà, tous ces éléments-là, ben, ça ne fonctionne pas. Il faut aller un peu plus loin. Alors vous allez me dire, comment on fait? Quelles sont les solutions lorsqu'on a un patient qui ne peut pas trop bouger? Eh ben, par exemple, déjà, ce qui est intéressant, c'est de faire l'entretien cardiovasculaire, d'accord? Avec, même si votre patient, par exemple, ne peut pas se tenir debout, on peut faire du travail, par exemple, de corde assis. Ça permet de lutter contre le déconditionnement. Ça permet à la fois cardiovasculaire, mais ça permet aussi de garder le patient en activité. C'est quelque chose qui est essentiel. Ensuite, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, le crossing effect ou le cross education effect, ou des fois on parle aussi de l'effet transfert en français. L'idée, c'est de faire du renforcement sur le membre qui n'est pas immobilisé, et vous allez avoir un transfert de force, un transfert en tout cas, vous allez avoir une diminution en tout cas de la perte de force sur le côté qui est immobilisé. Donc ça, c'est une technique qui est super intéressante et facile à faire. Et enfin, la dernière étape pour moi, c'est là où on passerait dans la rééducation, même 3.0, on est presque dans ce qui devrait être fait dans le futur. C'est le travail avec l'imagerie mentale. Il y a une étude qui est extrêmement intéressante où en fait on a mis en évidence à travers des imageries les zones corticales qui sont stimulées lorsqu'on fait le mouvement réellement. On a fait la même chose lorsque le mouvement est juste imagé. Et ce que l'on remarque, c'est qu'à peu près autour de 80% des zones qui sont stimulées lorsqu'on effectue le mouvement, on les retrouve lorsqu'on l'imagine. Donc ça, c'est quand même très intéressant, là aussi, de penser à l'imagerie mentale. L'autre point, c'est que même lorsqu'on regarde quelqu'un faire le mouvement, ou si on verbalise le mouvement, on arrive à stimuler ces zones corticales. Donc pareil, pour lutter contre le déconditionnement, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui, je pense, est aujourd'hui vraiment sous-utilisé. Voilà une infographie que l'on peut retrouver, qui a été faite par Yann Lemeur dans son application Yann Lemeur Science Sport, qui vient un peu résumer l'intérêt de l'imagerie mentale. Donc voilà, vous pourriez retrouver un petit peu tous ces éléments-là qui viennent mettre en évidence l'importance et le rôle de l'imagerie mentale, notamment en rééducation. Donc voilà, si vous voulez devenir des kinés 3.0, des kinés de l'an 2030, c'est le moment. Il faudra peut-être passer à l'imagerie mentale. Alors, du coup, il n'y a plus de podium, mais là, c'est le bonus. Le bonus du bonus, ça serait de ne pas prendre en compte le contexte biopsychosocial. En effet, c'est quelque chose qui est important, que l'on peut négliger parfois. Et pourtant, on va voir que c'est un rôle essentiel. Des fois, on peut faire bien tout comme il faut. En effet, on peut reprendre les 10 points que l'on a traités précédemment, faire les choses comme il faut, et pourtant, on n'a pas forcément les résultats escomptés. C'est peut-être parce que là aussi, on ne prend pas le problème vraiment dans son ensemble. Si on considère au final que le patient, on a bien géré sa charge de travail, on a bien fait sa rééducation, pour moi, c'est comme si vous aviez rempli la cuve. La cuve est bien. Mais le problème, c'est le contexte biopsychosocial, c'est-à-dire est-ce que le patient il est stressé, est-ce qu'on a pris en considération sa fatigue et d'autres éléments. Et là, c'est la façon dont le robinet il est ouvert. Est-ce que votre robinet il est un peu grippé et du coup ça tombe au goutte à goutte parce que voilà, il y a tout un contexte biopsychosocial qui est compliqué. Ou alors s'il n'y en a pas, le robinet s'ouvre bien et on a un flux d'eau qui se fait parfaitement. Et donc des fois c'est peut-être ça. Tous les éléments de la rééducation qu'on a pu voir précédemment, c'est la manière dont vous allez remplir votre cuve. Et de prendre en compte le contexte biopsychosocial,
C'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est la manière dont on va réussir à ouvrir ou pas le robinet. Donc c'est un élément qui est quand même essentiel à prendre en considération et qu'il ne faut pas oublier. Alors je suis désolé, je vous avais parlé des 10 erreurs à éviter. Au final, ben, il n'y en a pas 10, mais si vous avez bien compris, il y en a 11. Alors on pourrait appeler ça les 11 commandements en rééducation du sportif. Donc maintenant, ça sera votre peut-être table de loi à vous pour la rééducation. Essayez de remodifier, de mettre en application ces 11 commandements et puis bah, n'hésitez pas à revenir vers moi, à discuter, à échanger et pour voir si cela vous permet d'avoir des meilleurs résultats. Voilà, à très bientôt.